Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette activité, bienvenue à ce Museum Talk ou cette conférence online organisée par l'Africa Museum. Je m'appelle Tini Younes, je suis responsable du service éducation et culture à l'Africa Museum et c'est avec plaisir que je vous accueille ce soir à cette activité. L'Africa Museum organise souvent des Museum Talk. Souvent, il s'agit des formations, des conférences avec des activistes, des experts, des chercheurs, etc. Ce soir, l'activité a lieu dans le cadre de Brussels Fashion Week. Donc, nous avons invité la styliste Rosie Sambois. Bienvenue, Madame Sambois. Elle va faire une conférence sur l'histoire de la mode et surtout sur la décolonisation de la garde-robe. Donc, ça va être une soirée fort intéressante et pertinente, sans doute. Avant de commencer, quelques infos pratiques, peut-être, à tout le monde qui est présent. Donc, Madame Sambois fera sa présentation et sa conférence pendant environ 1 heure. Après, elle va répondre à vos questions. Donc, je vous invite cordialement de poser vos questions. Il y a à votre droite une rubrique qui s'appelle Chat. Vous pouvez poser vos questions là. Ou bien, si vous voulez, il y a aussi une rubrique Questions juste à côté. Si vous voulez poser une question de façon anonyme, vous pouvez poser votre question juste là-bas. Voilà. Je vais me taire. Je vais donner la parole à Madame Rosie. Je vous souhaite une belle séance et au plaisir de vous revoir. Un grand merci et à vous la parole, Madame Sambois. Merci beaucoup, Tine, pour cette présentation. Donc, je vais un petit peu compléter. Donc, oui, je m'appelle effectivement Rosie Sambois. Je suis styliste, créatrice de bijoux et également, en fait, j'écris donc sur la mode, sur l'histoire de la mode et sur la décolonisation. Pourquoi? Parce que lorsque moi, j'ai eu mes cours à S-Mode Paris, donc j'avais des cours d'histoire du costume, tout le volet africain et asiatique n'était pas donné. Donc, j'ai décidé moi-même, en fait, en parlant un petit peu avec mon professeur de l'époque, de pouvoir faire mes propres recherches, de pouvoir faire des propres formations et d'écrire, en fait, sur ce domaine-là. Donc, 1 heure pour parler de l'histoire de la mode et l'histoire de la décolonisation, c'est très peu. Donc, ce que moi, je vais essayer de faire, c'est vraiment vous faire passer les grandes lignes et les grandes idées donc, qui ont mené, en fait, si vous voulez, à la domination au niveau international du costume européen, occidental, au niveau du travail et du business. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Donc là, c'est le sommaire. Je vais vous parler en fait donc du départ. Hein. Le vêtement qui servait d'abord à se protéger, à se distinguer, donc de l'invention du sauvage. Je vais donner l'exemple du jeans et je vais parler des naissances des modes exotiques. Alors, donc le vêtement pour se protéger. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'habille, en fait, en règle générale, au départ? Pourquoi est-ce que l'être humain a eu le besoin de se couvrir? Donc, c'est simplement parce que le corps humain est fragile. Donc, majoritairement, donc, on se servait d'abord de feuilles, parce que encore du textile. Les tout premiers vêtements étaient vraiment des feuilles, des peaux d'animaux. Ça sert de protection. Donc, contre tout ce qui était les intempéries, le chaud, le froid. Ça servait aussi de symbole et de posture morale ou de marque d'un statut social. Petit à petit, hein, il va y avoir une certaine évolution. Et le vêtement va beaucoup, à travers le monde, servir en fait de langage et de carte d'identité. Donc, parce qu'il n'y avait pas de carte d'identité, le vêtement faisait vraiment partie de l'identité de chaque personne et ça servait vraiment de message. On savait savoir d'où venait la personne, quel était son travail, etc. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime assez répéter, l'étymologie en fait du mot tissu, c'est textus, qui est exact le même que le mot qui a donné texte. Donc, pour vous dire à quel point, en fait, les vêtements étaient vraiment, servaient vraiment à faire passer des messages. Et donc, on retrouve en fait les premières traces de vêtements en tant que tels sur l'Homo sapiens. Et sa fonction donc première, comme je vous l'ai dit, était vraiment utilitaire. Donc, se protéger des agressions extérieures, le froid, la chaleur, le soleil, la pluie, les animaux, certaines chutes aussi. Donc, voilà, le vêtement protégeait vraiment en cas de lutte également. Le vêtement, donc on a vu, ça servait aussi de cuirasse pour se protéger en fait en cas de guerre. Et il y avait aussi évidemment le besoin d'appartenance, de famille et de clan. Le vêtement servait également à se reconnaître. Et donc,
comme on peut s'en douter, le vêtement est indissociable de toutes les évolutions techniques et structurelles des sociétés. Donc, au fur et à mesure que le vêtement va devenir évidemment un discours pour l'humain, il va évidemment bénéficier de toutes les avancées qu'il y aura, toutes les avancées vraiment technologiques que l'homme fera. Alors, pourquoi est-ce qu'il existe des modes? Donc, moi, vraiment, quand je parle de mode, donc les premières traces se retrouvent chez l'Homo sapiens. Et en fait, même si j'aime pas trop m'attarder en fait sur des périodes trop lointaines, c'est vraiment là qu'on trouve les toutes premières traces de mode. Ce que j'appelle moi mode, c'est une manière en fait collective de se vêtir qui n'est dictée par aucune autre nécessité que celle de faire joli, d'exprimer une fantaisie, d'imiter ce qu'on a vu porter par goût ou pour être accepté, voire se distinguer des autres. Donc, c'est vraiment une manière de se vêtir qui n'est que par ça, que par ce côté distinction, faire joli, etc. Donc, pas protection ni le reste. Et alors, les traces, en fait, de ces modes, ça indique quand même que c'était les mêmes sentiments, en fait, qui dictaient les modes hier et aujourd'hui. Donc, le besoin de se distinguer ou de se ressembler, le besoin aussi d'être accepté, de démontrer qu'on est imaginatif. Et tout ceci encore est vraiment, n'est pas du tout soumis à un besoin de protection primaire. Et donc, depuis le début de l'humanité, partout sur la planète, les hommes s'habillent, des modes se créent. Donc, la question, en fait, qui s'impose, vu cela, c'est pourquoi est-ce que l'Occident et ses règles prévalent jusqu'à aujourd'hui au niveau, vraiment, là, je parle bien du niveau business international. Et donc, ça a été aussi, il faut bien le dire, grâce, entre autres, à la colonisation et au marketing, j'appelle ça vraiment un marketing planétaire, en fait, d'un certain mode de vie. Et il faut savoir, en fait, que ce système a été peaufiné. Donc, c'est un système qui a commencé plus ou moins au XIIe siècle, qui a été peaufiné, en fait, dès le XVIIe siècle par Louis XIV lui-même. Et c'est la raison, en fait, nous allons essayer de comprendre ces quelques règles, leur création et ce qui les fait bouger. Donc là, voilà, j'aime beaucoup commencer donc, avec ces sculptures en fait, des pharaons noirs qui datent plus ou moins du 7e siècle avant Jésus. Donc là, tout ce que j'essaie de vous faire, c'est de vous montrer que dans différentes civilisations, il existait des vêtements. Il existait aussi des vêtements qui étaient vraiment travaillés, parce qu'ici, c'est du granit qui est une pierre très dure. Et donc, on voit différents éléments. On voit qu'il y a une ceinture, on voit que les pagnes sont asymétriques, on voit qu'il y a une texture, on voit qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des longueurs différentes, on voit on voit des longueurs différentes, des modèles différents. Donc, on peut déjà voir qu'il y a déjà tout un travail. On le voit aussi au niveau des coiffes. Il y a déjà tout un travail qui est mis en place. Mais évidemment, voilà, ces pharaons se trouvaient en Afrique, donc même également la chaleur, etc., qui viennent en compte. Mais on voit que les cheveux sont protégés. Donc, qui dit chaleur à ces endroits-là, on parle de sable. Donc, on voit que la tête est protégée, qu'il y a des coiffes différentes, etc. Donc, il y avait déjà tout un travail qui se faisait au niveau des vêtements. Alors, le vêtement, très vite, va commencer à servir à se distinguer. Et quand je parle en fait de se distinguer, c'est pas simplement se distinguer des autres, c'est surtout se distinguer par rapport à un statut social. Donc, l'homme, en fait, va vraiment très vite en fait vouloir se distinguer, non pas même entre hommes et femmes, mais la distinction sera vraiment une question de statut social et de travail. Donc, dès l'Antiquité, on va voir que les vêtements vont servir vraiment à distinguer les différentes fonctions et la place en fait dans la société qu'ont les personnes. Donc, les militaires auront un type de vêtements, le clergé, les familles royales, les esclaves, les personnes qui sont célibataires ou mariées, les riches et les pauvres surtout. Ça sera vraiment ça, les grandes distinctions très, très vite qu'on va retrouver bien avant de retrouver des distinctions entre hommes et femmes. Et donc, il faut savoir qu'à cette époque, les tissus sont faits à la main. Donc, les étoffes sont très, très chères et précieuses. Donc, on est loin de l'attitude qu'on a aujourd'hui, qui est de l'attitude qui est aujourd'hui, en fait, qui est de jeter des vêtements. Donc, les vêtements font partie d'un héritage. On hérite de tissus, tout comme on hérite de maisons, tout comme on hérite de biens. Donc, c'est vraiment pour vous montrer à quel point les vêtements étaient chers et on ne coupait pas les tissus. Donc, en fait, on tissait des pièces qu'on pouvait rassembler, donc les coudre ensemble, mais on ne coupait pas parce que c'était vraiment trop, trop cher pour être coupé. Il y avait vraiment un respect du tissu parce que ça
beaucoup de temps, parfois ça venait de loin. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on gardait précieusement et donc qu'on léguait aussi, qu'on léguait à ses héritiers. Et ça faisait vraiment partie vraiment des richesses, on comptait ça dans les richesses. Et donc ici, je vous montre en fait une plaque de bronze qui est béninoise. Donc ça décorait donc le palais royal du royaume Bénin-Nigeria. Et en fait, on voit très bien ici donc, que les pagnes qui sont portés, on voit les plissés, on voit les textures, on voit vraiment qu'il y a déjà à cette époque-là tout un art et toute une manière en fait de porter le pagne. Et ici, en fait, ce sont des soldats, donc ils font partie de la garde royale. Alors ici, donc, je voudrais vous montrer donc la pièce qui est à ma gauche, qui est en fait le plus vieux vêtement, la plus vieille robe qu'on a retrouvée tissée, qui est une robe égyptienne. Et il faut savoir en fait qu'à l'époque, les Égyptiens, donc la pièce date d'il y a plus de 5000 ans. Donc les sculptures que vous voyez ici, si vous faites bien attention, surtout au niveau des jambes, vous voyez que les femmes ne sont pas nues. Donc les Égyptiens avaient une façon donc de tisser qui s'apparentait un petit peu à l'art en fait de tresser, j'ai envie de dire, les filets de pêche qui permettaient d'avoir des tissus très très fins et qui permettaient en fait d'avoir des tissus qui moulent les courbes. Et donc vous voyez, ces femmes ne sont pas nues, mais elles ont des vêtements qui sont très très moulants. Et il faudra attendre en fait ailleurs, il faudra attendre pratiquement le XXe siècle pour pouvoir avoir ce style de tissu. Alors donc là, on arrive au Moyen Âge. Donc comme je vous ai dit, je filme, mais pour vraiment vous faire comprendre des idées. Et donc en Occident, donc à ce moment-là, au XIIe siècle plus ou moins, les vêtements sont encore figés. Il y a très très peu entre le 9e et le 12e siècle, il y a très très peu d'évolution donc par rapport à l'aspect des vêtements. Et quand on regarde en fait, donc que ce soit l'Europe, l'Asie ou l'Afrique, les formes des vêtements sont très très similaires à ce moment-là. Et donc, dans la société médiévale, hein, les vêtements sont vraiment d'une importance capitale. Et donc, on peut le voir en fait en littérature, quand vous lisez des auteurs comme Chrétien de Troyes et d'autres, vous voyez vraiment qu'ils passent beaucoup de temps à décrire les vêtements. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on pensait vraiment qu'en fait, l'habit fait l'homme. Donc, on pensait vraiment qu'un habit, c'est un homme et que selon donc cette théorie, les vraies qualités, donc les défauts qui se trouvent en fait dans l'aspect physique et dans les vêtements, ce sont vraiment les qualités et les défauts qui se trouvent dans l'homme. Donc, le contraire aussi, un homme bien habillé a en fait toutes les qualités intérieures que ses vêtements reflètent. Donc, même si on sait qu'aujourd'hui, c'est loin d'être le cas, mais c'était véritablement à ce point que les vêtements étaient importants à l'époque. Et donc ici, je voudrais aussi vous montrer qu'au niveau des chaussures, donc les chaussures ont très très peu évolué au niveau des formes. Donc là, vous voyez des chaussures romaines. Au milieu, c'est la plus vieille paire de chaussures qui a été retrouvée. Donc chaque fois que je dis plus vieille, je parle vraiment des pièces qu'on a retrouvées. Donc il y a des pièces qui sont plus anciennes sans doute, mais qu'on n'a pas retrouvées avec de la paille à l'intérieur. Mais vous voyez qu'au niveau des formes, les chaussures ont très très peu évolué jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, je voudrais aussi vous montrer évidemment l'armée de pierre en terre cuite, donc des armées chinoises, donc qui datent de 210 avant Jésus-Christ. Et là aussi, vous voyez au niveau des vêtements, non seulement quand on voit ces sculptures, on voit que ils sont différents et qu'au niveau des vêtements, en fonction du grade en fait du soldat, il y a des différences également. Donc on voit que voilà, à différentes époques, les gens n'étaient pas nus. À travers le monde, les gens étaient habillés, il y avait des recherches au niveau des vêtements. Et en dessous, vous avez donc un bas-relief hein, du dieu babylonien Shamash, donc qui est face au roi. Et là aussi également, vous pouvez voir qu'il y a véritablement un véritable travail au niveau des vêtements, qu'il y a des superpositions, que les vêtements sont différents. Donc, vous voyez la forme du roi qui est habillé légèrement différemment des autres personnes qui l'accompagnent, qui sont en fait des prêtres. Et en dessous du dieu, vous voyez d'autres personnages qui semblent être des esclaves. Et donc, vous voyez aussi qu'ils eux sont habillés uniquement d'un pagne. Et donc, voilà, je vous montre aussi une carte, en fait, qui représente, en fait, le roi Jata Keita, qui était considéré au XIIe siècle comme l'homme le plus riche du monde. Et vous voyez aussi que sa robe ressemble très fort. Donc ici, sur le côté, je vous montre des vêtements du XIIe siècle, hommes et femmes, avaient exactement la même tenue, donc qui était comme une espèce de robe hantée, qui était resserrée
à la taille. Donc, vous voyez qu'à travers le monde, à ce moment-là, c'est véritablement le vêtement qui prévaut parce que c'est le vêtement qui est logique et simple à faire, en fait. C'est vraiment tout à fait logique d'avoir ce genre de vêtements par rapport aussi à la vie que les gens menaient un petit peu à travers le monde. Et alors, après ça, donc, il va très vite avoir des lois. Donc, les premières règles, pour que vous compreniez bien, donc, hein, en France, les premières lois, en fait, pour limiter les extravagances de costumes datent de 1294. Donc, 1294, s'il y a des Français parmi nous. Et donc, c'est vrai qu'à Athènes et Rome, il existait, en fait, quelques lois. Là, en fait, étaient véritablement pour les militaires et pour le Sénat. Mais ces lois ne concernaient pas, entre guillemets, le peuple. Mais ici, les préoccupations sont vraiment différentes. Ça n'a rien à voir avec le fait de limiter des fonctions, etc. Le but de ces lois, donc les premières lois de 1284, c'est vraiment de garder l'argent en France. Parce qu'en fait, l'Italie a une belle production de tissus et que les gens se les arrachent. Et en fait, donc, le pape de l'époque discuté donc avec le roi de France à travers en fait un prêtre, et ils vont décider en fait pour garder en fait l'argent en France, de limiter en fait l'achat de tissus étrangers. Donc vous voyez qu'il y a véritablement une réflexion financière, donc qui n'était autre que ça, pour vraiment garder l'argent en France. Et vous verrez que beaucoup de lois en fait qui seront faites par rapport aux serviront vraiment à distinguer les classes sociales. Donc, à partir de la Renaissance, donc les bourgeois vont vraiment s'enrichir et ils vont oser porter des vêtements de la noblesse, ce qui était complètement interdit avant. Et c'est tellement choquant, en fait, à cette époque-là, que c'est considéré comme un désordre social. Donc, ça va donner lieu à ce qu'on appelle les lois somptuaires, qui vont en fait réglementer ce que les gens peuvent porter ou non. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais que vous puissiez retenir, parce qu'on verra que dans les colonies, ce type de loi va également revenir, en fait, pour montrer ce que peuvent porter les Occidentaux et ce que ne peuvent pas porter les Occidentaux. Donc, vous voyez vraiment que ces lois-là, donc ça a commencé donc, pour différencier les riches et les pauvres, et c'est vraiment quelque chose qui va continuer. Donc, c'est vraiment des lois qui iront loin en fonction du statut social, et elles seront officiellement faites en fait pour éviter l'endettement des personnes qui n'ont pas les moyens. Et donc, on va leur interdire tout ce qui est des fils d'or, on va interdire certaines broderies, on va réglementer la taille des chaussures, on va codifier vraiment l'ordre social de cette époque-là avec des vêtements qui vont également faire office en fait de carte d'identité. Et alors, j'aime beaucoup parler d'une célèbre loi, donc qui est beaucoup plus tardive, hein, qui date de 1785. Et donc, c'est la loi Tignon, qui, elle, donc sera prise en Louisiane par le gouverneur, qui va simplement, en fait, interdire aux femmes noires de montrer leurs cheveux. Parce qu'il y a beaucoup, en fait, à cette époque-là, de femmes blanches qui vont commencer à protester en disant, en fait, que les femmes noires se font remarquer par leur chevelure. Et donc, on va créer une loi qui va les obliger, en fait, à couvrir leurs cheveux. Et donc, pour que vous compreniez pourquoi on leur demande de porter un foulard, quand le gouverneur, donc, qui s'appelait Esteban Rodriguez Miro, va prendre cette loi, le foulard auquel lui, il pense, c'est le foulard religieux, c'est le foulard de la Vierge Marie. Donc, lui, il pense à ce foulard-là, mais comme, en fait, ces esclaves n'ont pas, en fait, ces références-là, elles vont commencer à porter les foulards à leur manière. Elles vont commencer à le nouer, à mettre des bijoux, à mettre des fleurs, et ça va vraiment devenir un objet qui va sublimer leur beauté, et ça va devenir, en fait, une tendance, j'ai envie de dire. Donc, de cette obligation, elles vont vraiment faire un jeu, elles vont vraiment faire quelque chose qui va les sublimer. Elles feront des concours de nous de manière le plus extravagant possible. Et donc, voilà. Mais là, c'est vraiment une loi qui a été spécifique, donc pour les esclaves, pour les empêcher, en fait, d'attirer trop l'attention des hommes, comme elles attiraient apparemment avec leur chevelure apparente. Et donc je reviens un petit peu à la France et au travail vraiment efficace, en fait, de marketing, j'ai envie de dire, au niveau donc des tissus, des vêtements, de la norme qualitative. On va passer à Louis XIV, parce que c'est vraiment sous son règne, en fait, que le marketing de la grandeur de la France va être fait. Et quelque part, il n'y a aucun souci à ça. Mais il faut savoir, en fait, que tout commence avec une sombre histoire de jalousie.
Donc, Louis XIV va aller visiter Vaux-le-Vicomte, qui est le château de son surintendant en finance. Et alors là, il va réaliser à quel point, en fait, son surintendant est plus riche que lui. Donc, il va voir ce château, le château de Fouquet, qui était incroyable. Et lui, il pensait, en fait, à montrer au roi de quoi il était capable. Mais il va vraiment s'attirer les foudres du roi, qui va être d'une jalousie folle. Et c'est comme ça qu'il va décider de faire construire Versailles. Et un peu plus tard, donc, lorsque le château est fait, pour équiper Versailles, en fait, il va se mettre à faire venir des artisans, pardon, de l'étranger, qui vont apporter, en fait, en France leur savoir-faire. Et c'est comme ça, en fait, que les manufactures royales vont naître. Donc, il va faire venir des artisans qui vont faire de la porcelaine ou de la soie. Donc, ils vont venir de Chine. Il va faire venir des personnes qui faisaient de la dentelle à Bruxelles ou à Bruges. Il va donc faire venir donc des de tissus qui vont venir d'Inde. Et donc, il y aura toutes ces manufactures royales. Mais là où je trouve que c'est un petit peu tendancieux, c'est qu'il va commencer donc à faire bloquer, par exemple, au niveau des tissus qu'on appelait à l'époque les indiennes, il va faire bloquer en fait leur vente. Et donc, les tissus en fait produire en France, on va commencer petit à petit à les appeler les indiennes de Nîmes, donc les indiennes de Nîmes, et on va les appeler les tissus provençaux. Et en fait, avec cette espèce de lavage, les gens vont oublier en fait qu'à l'origine, tous ces tissus en fait venaient d'Inde. Et donc, ça devient en fait les tissus provençaux. Et il y a une marque qui est assez célèbre qui s'appelle Souleyado, qui existe jusqu'aujourd'hui. Et donc, toutes ces manufactures donc, vont commencer à faire vraiment des propagandes de qualité. Donc déjà, ce sont les manufactures de tissus qui viennent, enfin qui ornent le roi Soleil. Donc, comme il avait vraiment une espèce de prédominance avec l'art, avec son château, avec son savoir-vivre, etc., il va véritablement, j'ai envie de dire, noyer le reste. Donc, en s'inspirant, en recopiant, donc il fera penser en fait que ce qui est fait chez lui est de meilleure qualité que ce qui se fait ailleurs. Et donc, il y aura vraiment comme ça une idée qui court jusqu'aujourd'hui, en fait, que la qualité française est au-dessus des autres, tout en ayant fait venir, en fait, les artisans d'ailleurs pour pouvoir, en fait, prendre leur savoir-faire. Et donc, ici, je vous montre quelques exemples de tissus provençaux et des tissus d'origine originaires d'Inde. Et là, vous voyez, en fait, des tenues traditionnelles, en fait, provençales, qui sont faits, en fait, dans ces tissus qu'on appelle les tissus provençaux, mais qui viennent, en fait, qui sont, en fait, des copies, si on peut dire, de tissus et d'impressions indiennes. Alors ici, on va arriver dans ce que moi j'appelle l'invention du sauvage, qui est voilà, la partie qui met le plus cher, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ici qui a commencé à avoir un énorme travail. Donc là, on a déjà vu qu'il y avait un côté qualité supérieure qu'on voulait montrer. Et donc là, petit à petit, on va commencer à voir qu'il y a vraiment tout un travail qui est fait pour montrer que non seulement il y a une qualité qui est supérieure, mais aussi que ce que fait l'autre, ben, c'est de la souris quelque chose. On va commencer à discréditer en fait ce que porte l'autre. Donc, le fait de codifier en fait ce que porte la noblesse, donc on l'a pu le voir, ça donne envie donc aux personnes qui ne sont pas nobles mais qui atteignent une certaine fortune, ben, de s'habiller en fait comme les nobles, quitte à payer des amendes. Et donc ça c'est vraiment la bourgeoisie qui va préférer donc les payer ces amendes en fait pour pouvoir en fait porter des vêtements qui sont réservés à l'aristocratie. Et donc ils ne veulent pas rester dans cette condition qu'on leur impose. Donc, ils vont vouloir dépasser ça avec l'argent. Eh bien, c'est exactement la même chose qui va se passer dans les colonies. C'est exactement le même phénomène. Sauf qu'ici, ça sera poussé un peu plus loin au niveau de la discréditation. Et donc, l'aristocratie va vouloir se distinguer autrement, vu que maintenant, les bourgeois peuvent porter ce qu'ils portent. Et alors, là, ils vont commencer à faire prévaloir en fait une éducation, une manière de se comporter qui est un peu plus difficile à contrefaire que de simplement pouvoir acheter leurs vêtements. Et donc là, avec tout ce qui se passe au niveau des colonies, c'est vrai qu'il va y avoir des voix qui s'élèvent contre le traitement qui se font dans les colonies. Et en fait, comme il y aura toutes ces voix qui vont s'élever, les solutions qu'on trouve, c'est de faire en fait les expositions universelles dans lesquelles en fait on va faire venir des personnes des colonies et on va les montrer donc dans des sortes de zoos humains, donc dans des zoos humains, pas des sortes.
et la population pourra venir à la rencontre en fait de cet hôte dont ils ne savent pas grand-chose. Et évidemment, pour justifier toute une série de choses qui se passent dans les colonies, on va vouloir montrer cet autre comme un sauvage, on va vouloir en fait montrer que quelque part, il mérite le traitement qu'on lui fait. Et donc au début, donc, on fait venir des personnes, voilà, on les kidnappe, on les fait venir, on leur ment. Il y a différentes manières de les faire venir. Et quand on les fait venir, en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas assez effrayants, qu'ils ne sont pas assez sauvages. Donc on va commencer à professionnaliser en fait les personnes qui seront exposées et on va commencer à créer des sauvages professionnels qui seront payés pour jouer en fait tout simplement le rôle du sauvage qu'on habille. Donc là, ici, vous voyez bien que c'est une scène. Vous voyez bien que les personnes sont habillées, que toutes les personnes qui connaissent l'Afrique, là, on voit même des enfants. Donc, tout ce qui était léopard était réservé aux chefs et pas, voilà, pas pour des scènes de chasse à l'enfant comme on voit ici. Mais voilà, c'était ça, en fait, qu'on montrait. Et donc, les zoos humains mettent vraiment en scène en fait, j'ai envie de dire, une sorte d'esclavage moderne. Et là, en fait, on va passer aussi à la femme léopard. Donc là, je vous montre différentes choses et différentes manières de décrédibiliser et de discréditer, en fait, des tenues, ce que porte l'autre. Donc, en Occident, en fait, c'est vrai que on retrouve des traces de léopard, en fait, chez les Amazones. On a d'anciennes représentations où on voit, en fait, les Amazones qui sont revêtues avec du léopard, donc de la fourrure de léopard. Et petit à petit, en fait, l'Amazone, en fait, qui était d'abord une figure qui était vraiment mise en avant par les Grecs, etc., va petit à petit, donc liée au sexisme, hein, va devenir en fait une femme. Les gens vont réaliser que c'est une femme en fait qui a des qualités jugées masculines et donc elle ne peut être qu'un animal. Et on va commencer donc à appeler les femmes léopards. Petit à petit, ça va migrer en fait de la femme léopard de l'Amazone, ça va migrer à la prostituée. Et en fait, à partir d'un moment en France, on va obliger les prostituées à porter quelque chose en fait dans leur tenue qui soit en léopard. Et donc, on va orientaliser quelque part les prostituées, on va les déguiser. Et donc, vous imaginez bien que donc en Afrique, en Asie, en Amérique latine aussi, les léopards, c'est vraiment les tenues, l'apanage des chefs. Tout le monde ne porte pas du léopard. Et donc, on se retrouve en France, en Belgique aussi à un moment, avec des prostituées qui portent du léopard. Donc, vous voyez que c'est vraiment une manière de discréditer. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui ne pas de porter de léopard parce que les personnes trouvent ça vulgaire sans même savoir. Mais c'est véritablement des idées qui ont été véhiculées jusqu'aujourd'hui. Et donc ici, vous voyez une peinture en fait qui s'appelle Scène de bordel à Bruxelles. Et vous pouvez voir la femme en bleu qui a une espèce de ceinture au-dessus de sa robe en léopard et la femme avec sa robe bien ouverte aussi qui a une sorte d'imprimé léopard. Et à côté, donc vous avez des photos qui sont prises en fait dans un bordel militaire. Donc ça, c'est au nord, en Afrique du Nord. Et là, en fait, vous avez donc une comédienne. Donc, la première photo de son serpent, c'est une comédienne, en fait, qui pose en femme orientale. Et sur le côté, vous avez deux véritables photos de femmes orientales. Donc, vous voyez qu'on va vraiment se jouer, en fait, se déguiser. On va détourner, en fait, le vêtement des colonies pour véritablement créer une image qui va, en fait, donner aux gens une image donc des vêtements que les autres portent, donc qui sera lié à la prostitution, qui sera ridiculisé, etc. Et toute cette création va vraiment toucher donc les personnes qui ne connaissent voilà, qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas les colonies, qui n'ont jamais été en Afrique, les gens voyagent très peu. Donc tout ce qu'ils verront, ce sont ces zoos humains, ce sont ces images en fait, de ces demi-mondaines habillées en léopard ou habillées en tenue orientale, habillées aussi beaucoup en femmes asiatiques, parce qu'il y avait aussi cette mode de recevoir, en fait on recevait en kimono ou en pyjama de soie. Ça a été vraiment une grande mode dans les années 20. Et donc ça crée un peu une espèce de
de fausses idées, en fait, de ce qu'est le vêtement de l'autre, en fait. Ça le dénature complètement et ça crée vraiment, ça crée une mauvaise image, oui, je peux vraiment le dire, qui va être accentuée encore avec le cinéma, qui va venir encore avec d'autres stéréotypes. Et donc que ce soit en Amérique, hein, durant l'esclavage, et en Afrique, durant la colonisation, donc il va y avoir certains Noirs être choisis pour effectuer des travaux que ce soit en maison ou en collaboration donc avec les Blancs. Et eux, tout en restant esclaves pour les uns et colonisés en fait pour les autres, ils vont quand même avoir accès à une certaine proximité. Donc, on va leur fournir des vêtements entre guillemets identiques ou se rapprochant en fait de ceux des maîtres. Et comme ces personnes choisies, souvent, ben, soit elles savent lire, certaines savent même écrire, mais en fait, le vêtement va participer en fait à ce package de évoluer. Et donc, ça va aussi démontrer l'idée que porter ce type de vêtements se mérite, que ce n'est pas tout le monde qui peut y avoir accès. Et ça va créer aussi dans la tête, en fait, que ce soit des esclaves, que ce soit des personnes colonisées, ça va aussi créer une envie, parce qu'on a envie de ressembler au plus fort. Donc, on a vu avec la noblesse en Europe, malgré que voilà, les nobles, bon, c'est tout ce qu'ils faisaient en fait aux personnes qui étaient en dessous d'eux, j'ai envie de dire, que ce soit le droit de cuissage, que ce soit les taxes, etc., toutes les injustices. Mais ces personnes, dès qu'elles accédaient quand même à une certaine fortune, elles voulaient quand même habiller comme des nobles. Et là, il y aura exactement la même chose, que ce soit aux Amériques, en Afrique, en Asie, par rapport en fait aux colons. Il y aura quand même un côté où certains voudront s'approprier aussi leurs vêtements. Et donc, l'image et les stéréotypes. Donc, je rappelle encore, hein, donc, que c'est un moyen en fait vraiment de passer à un niveau supérieur. C'est un moyen de montrer aussi sa richesse, sa noblesse, entre guillemets. Et c'est un moyen de montrer qu'on a réussi à accéder à une certaine échelle sociale. Et donc, il y aura aussi ce marketing qui sera très fort donc, de la France. Et puis, d'autres pays européens vont également s'emparer de ce marketing, j'ai envie de dire. Donc, il y aura l'Italie qui aura un très, très fort marketing culturel et au niveau de vêtements, et l'Angleterre, en fait, avec la reine Victoria, qui vont vraiment faire un travail incroyable au niveau du vêtement, ils vont vraiment se distinguer. Donc, la reine Victoria qui, après la mort en fait de son mari, s'habillera tout en noir, ce qui fait qu'en fait finalement au fur et à mesure, par contagion, j'ai envie de dire, par imitation, la cour d'Angleterre va s'habiller en noir, on va avoir tout ce côté des vêtements gothiques, etc. Donc il y aura une mode vraiment spécifique qui va se créer en Angleterre avec ce deuil en fait de la reine Victoria qui va porter le deuil toute sa vie. Et donc elle va marquer très fort le nord de l'Europe avec ces vêtements-là. Mais il faut savoir aussi que tout ça, en fait, ça se dilue, mais ça continue aussi dans les colonies. Donc, cette influence, elle vient. Et avec ce côté aussi où on ensauvage les gens, mais personne n'a envie de se dire, mais en fait, je ressemble à un sauvage. Et vous pouvez voir que jusqu'aujourd'hui, en fait, ce marketing fonctionne parce que, par exemple, les stylistes, pour avoir le titre de couturier, il faut faire partie de la chambre syndicale de la couture parisienne et il faut en fait défiler à Paris minimum 2 fois par an. Et donc, il faut savoir, par exemple, hein, qu'une styliste comme Victoria Beckham, qui est une styliste qui vend, parce que tous les stylistes ne vendent pas, elle vend. Donc, elle défilait depuis des années. Mais cette année, en fait, il y a quelques jours, pour la première fois, elle a enfin réussi à défiler à Paris et elle en a pleuré. Donc, c'est pour vous montrer que ce marketing fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Ce ne sont pas des choses qui sont passées, ce sont des idées qui sont toujours présentes. Et donc là, la naissance en fait des modes exotiques. Et donc, oui, parce qu'il y a eu donc des modes exotiques. Donc, 1867, il y a une expo universelle où on va exposer des femmes noires d'Afrique du Sud. Et il y a un Anglais qui s'appelle Worth qui va aller en fait à cette exposition, qui va voir en fait ces femmes qui sont connues en fait pour avoir des gros derrière. Et donc de là, c'est lui qui sera à la base des... Donc c'est lui qui va créer cette mode, donc des tournures qu'on appelle également faux cul, mais comme ça vous voyez vraiment de quoi je parle. Et donc c'est quelque part, donc il y a des femmes exposées dont on dénigre les corps, on se moque
on les met nus, on regarde, on s'étonne, mais d'un autre côté, on crée une mode. Et le problème que j'ai en fait avec les modes, c'est que les modes en fait se démodent. Donc à un moment, oui, les tournures sont passées de mode, les focus sont passés de mode, mais ces femmes-là, leur corps est toujours là. Donc ça crée quand même quelque chose de faux. Ce n'est pas du tout le fait qu'il y ait une mode, c'est pas du tout quelque chose qui est un hommage ou qui est magnifique. C'est quelque chose qui induit quand même une espèce. Comment expliquer? On met quand même ces vêtements, on met quand même ça en dehors en fait de la réalité. C'est une mode. Et donc, il y a aussi le côté de déguisement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, au début des années 20, donc, on va commencer à recevoir, donc, les grandes dames vont commencer à recevoir en kimono, elles vont commencer à recevoir en pyjama. Il y aura toute cette mode asiatique, donc toute cette mode orientale. Mais il faut savoir en fait que le déguisement, donc, c'est l'action de quelqu'un qui se déguise. Donc, le fait d'être déguisé, c'est une dissimulation, un travestissement, un déguisement de la réalité. C'est donc costume et accessoire qui permet de se déguiser. Acheter un déguisement comme ça vient de Larousse. Donc on vous parle bien donc d'acheter. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre au travail. C'est pas quelque chose avec lequel on sort dans la rue en dehors du carnaval. Donc un déguisement, c'est vraiment quelque chose qu'on dénigre, qu'on le veuille ou pas. C'est vraiment quelque chose qu'on dénigre en fait le vêtement de l'autre, on ne le rend pas sérieux et on en fait en fait quelque chose qui est un jeu, quelque chose qui ne se porte pas en temps normal. Donc c'est pour ça quand il y a tous ces mouvements un petit peu partout de personnes qui scandent en fait que ma culture n'est pas un déguisement, il faut aussi comprendre d'où ça vient. Il faut savoir ce qu'est un déguisement et de temps en temps, c'est bien aussi d'aller lire les définitions des mots pour comprendre en fait que c'est pas du tout un jeu et qu'un déguisement, c'est pas quelque chose qui est aussi anodin que ça. Alors ici, donc ça, je vous ai parlé. Et donc, je vous ai aussi parlé donc, du côté dénigrant. Et donc, pendant toute la période où les personnes donc, vont recevoir en kimono et en pyjama, donc années 20, il ne faut pas croire aussi que ces kimonos provenaient forcément d'Asie. C'était des kimonos qui étaient faits par des couturiers français. Et donc là, on a déjà l'idée donc que le luxe d'une soie française est supérieur en fait en qualité, est supérieur au luxe en fait d'une soie qui vient de Chine, et qu'un kimono qui est fait par un Poiret est supérieur à un kimono qui viendrait du Japon. Donc ces dames, elles reçoivent en fait avec des kimonos qui sont faits en France, et donc mais elles ne sortent pas comme ça. Donc ce ne sont pas du tout des tenues qu'elles mettent à l'extérieur, c'est des tenues qu'elles mettent à l'intérieur. Donc comme je vous le disais, ça revient bien avec ce que je vous disais du déguisement. Ce n'est pas quelque chose de sérieux, ce n'est pas quelque chose avec lequel on sort dans la rue, et encore moins avec lequel on va travailler. Donc tout ça, ça induit vraiment, qu'on le veuille ou pas, hein, ça induit vraiment quelque chose en nous. Et beaucoup d'actrices, en fait, faisaient ça. Et donc, ça induit véritablement quelque chose de très profond, surtout au niveau des enfants qui sont en fait en construction et qui vont grandir en fait avec toutes ces idées. Et pour vous montrer la force en fait d'une idée par rapport à un vêtement, j'aime beaucoup prendre l'exemple du jean. Donc le jean qui est tout à fait un vêtement occidental, mais le jean en fait qui a été créé pour les ouvriers. Donc, Lévi-Strauss, en fait, quand il crée les jeans, c'était vraiment pour créer un vêtement qui soit solide pour les ouvriers. Et donc, vous allez voir, en fait, que le jean va mettre, en fait, pratiquement un siècle à sortir, en fait, de cette condition de vêtements d'ouvriers, etc. Et jusqu'en fait, dans les années 80, c'est plus ou moins dans les années 70-80, donc 70-80, que le jean devient un vêtement qu'on j'ai envie de dire visible, qui sort en fait, peut être, en fait petit à petit de cette condition de vêtements de travail. Et il y a eu pour tout un marketing en fait depuis les années 50-60. Donc on a vu des stars planétaires comme James Dean, on les a vus en jeans dans des films, on a vu Marilyn Monroe, Marlon Brando qui a fait une apparition en jeans à l'écran qui a fait scandale. Donc c'était pas encore parce qu'il avait un jeans, il avait un Marcel déchiré, c'était vraiment, ça a vraiment fait un scandale. Le film a failli être interdit. Et malgré cela, il a quand même fallu encore attendre 30 ans pour imposer le jean dans la rue,
et je ne sais pas, il y a des actrices, par exemple, qui sont quand même, ou qui ont été très, très connues, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, et je vous assure que jeune, elles ne portaient pas de jeans. Elle ne portait pas de jeans parce qu'il y avait encore cette connotation ouvrière. Donc, c'est pour vous montrer que ça, c'est un vêtement qui est complètement occidental, mais pour sortir en fait de ce côté ouvrier, ça a pris du temps et même encore aujourd'hui, à part certains casual Friday, il y a beaucoup de sociétés où on ne peut pas, jusqu'à aujourd'hui, aller habillé en jean pour vous montrer que les idées perdurent en fait. Et quand on a construit un mythe, quand on a construit en fait une idée autour d'un vêtement, c'est pas aussi simple. Hein. Et là, malgré les machines hollywoodiennes, malgré qu'il n'est pas possible d'allumer une télévision ou d'aller sur Internet une journée sans voir un jean, on voit quand même que ces idées en fait restent. Et donc là, voilà, je vais vous parler ici donc du cinéma et de ses côtés déguisements. Donc, il y a eu beaucoup d'acteurs occidentaux qui ont porté des déguisements. Donc, voilà, on les a déguisés en asiatiques, il y a eu les blackface, et encore ça, c'est encore un autre cadre, mais il y a surtout par rapport aux natifs américains. Donc, moi, je me suis rendu compte, en fait, il y a quelques années, en allant dans une réserve, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais vu beaucoup plus d'acteurs blancs déguisés en indien ou de costumes de déguisement que de véritables vêtements de natifs. J'en avais pratiquement jamais vu, mais j'avais vu énormément donc de déguisements, etc. Et tout ça, en fait, ça crée aussi des choses en fait dans la tête. Ça crée une espèce de. Quand j'ai vu les premiers vêtements, je me disais tiens donc ce sont véritablement des vêtements. Et pourtant, je suis dans la mode et pourtant je lutte en fait de toutes mes forces contre les stéréotypes et les idées reçues, mais je me suis rendu compte que moi-même aussi, j'avais besoin de voir de véritables vêtements et je suis très contente quand je vois des mannequins d'origine native ou des présentatrices télé qui font véritablement la promotion de stylistes, donc de stylistes d'origine native, qui font un travail formidable en fait de remettre sur le devant de la scène l'artisanat en fait de leur tribu. C'est véritablement un travail qui est très important parce que même aux États-Unis ou au Canada, beaucoup de gens en fait n'ont pas vu de véritables vêtements, mais ils ont vu les films, ils ont vu des westerns, ils ont vu toute une série de films, de publicités, etc., où en fait ils ont vu des costumes qui étaient refaits donc par Hollywood ou des pièces de théâtre, etc. Et ça joue véritablement parce que finalement on ne voit pas. Et en même temps, moi j'ai cette expérience-là, d'autres personnes ont cette expérience-là, que ce soit avec des wax, que ce soit avec des tenues asiatiques. Beaucoup de gens ont vu beaucoup plus en fait d'acteurs blancs déguisés avec ça. Et on ne sait plus faire en fait la différence entre un costume de Superman, un costume voilà, de Cléopâtre. Finalement, ça reste en fait des déguisements. Donc avec tout ce que ça, comment dire, avec tout ce que ça entraîne en fait, hein, comme mauvaise idée. Et donc, décoloniser la garde-robe. Donc, décoloniser la garde-robe avant tout. Donc, ça reste vraiment un travail, en fait, interne. C'est accepter, en fait, de voir des travails de construction, de comprendre, en fait, comment tout ça s'est construit, comment, en fait, on a réussi à vendre certaines villes comme Paris, comme Milan, comme Londres, comme étant le siège, en fait, de l'élégance, comme étant le siège, en fait, du savoir-vivre et du savoir-être, vu que voilà, on a toujours ce côté l'habit fait le moine, on a toujours ce côté une personne bien habillée a toute une série de caractéristiques et de caractères. On a toujours ça jusqu'aujourd'hui. Donc, comment commencer? C'est simplement en acceptant autre chose, en acceptant de regarder l'autre autrement, pour ne plus en fait juger. Parce que là, voilà, je vous montre des stéréotypes et le travail d'un photographe qui s'appelle Jean-Paul Goude, qui joue justement beaucoup sur les caricatures et les stéréotypes, mais c'est un travail en fait qui serait beaucoup plus, comment expliquer, qui serait beaucoup plus beau et beaucoup plus accepté dans un monde où les stéréotypes sont véritablement déconstruits. Parce que pour beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est ça, c'est l'os dans le nez,
ce sont les raffias. Et il n'y a pas de souci à ça. C'est aussi ça, et ça peut aussi être ça. Mais c'est beaucoup d'autres choses. Et ça va passer aussi par le fait que les personnes d'origine africaine puissent aussi porter librement leurs vêtements et pas en revendication, parce que beaucoup, en fait, voilà, on porte un foulard, on porte un wax ou on porte un tissu kente, etc., en forme de revendication, mais être libre simplement de pouvoir porter ses vêtements tranquillement. Et là, par rapport à ça, je voudrais revenir donc aux pays qui nous concernent, donc la Belgique, la France, etc., jusque la fin des années 90, hein, début des années 2000, en fait, on n'a jamais vu de débat concernant les vêtements des personnes étrangères, que ce soit ou autre. À partir de quand est-ce que ces débats ont vraiment commencé à prendre la place? À partir du moment où ces personnes s'étaient suffisamment intégrées pour pouvoir avoir leur place dans le monde du travail de manière visible. Et c'est à partir de là que tous ces débats ont commencé à gronder. Donc, tant qu'on voyait des femmes en boubou, des femmes voilées, qu'on les voyait dans la rue, ça ne posait pas de problème. Mais à partir du moment où on les voit derrière le guichet d'une banque, ou en tant que professeur, etc. C'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à poser problème. C'est à partir de ce moment-là que c'est vraiment véritablement devenu des sujets dont on débat pendant des heures et des heures à la télé. Et voilà, le voile, on en parle, on en parle, on en parle. Et très souvent, quand on en parle, on oublie de préciser que le voile, c'est simplement un vêtement. Donc, je peux comprendre tous les débats idéologiques qu'il y a autour, mais c'est très rare quand même d'entendre juste une personne rappeler qu'un voile, c'est un vêtement, que le voile est antérieur aux religions et que le voile, en fait, à l'époque, si de toute façon, quand on voyage dans certains pays, très vite on comprend, on a du sable dans les cheveux, on a le soleil qui tape, on comprend qu'un voile, c'est utile. Donc, il y a tout ce côté-là, on oublie, ce sont des vêtements avant d'avoir des symboles, avant d'avoir des symboliques, pardon, avant d'avoir des significations. Et c'est vrai que les vêtements en ont, mais il ne faut jamais oublier que c'est un vêtement. Donc, parfois, pouvoir aussi recentrer le débat. Et vraiment, là, je voulais vous démontrer que beaucoup de débats, beaucoup de choses qu'on a, c'est vraiment quand on arrive, en fait, dans le monde du travail. Parce que ailleurs, en fait, ça ne pose pas les mêmes problèmes. Ce n'est pas un problème de voir, pour les gens, en fait, de voir des femmes voilà, habillées, peu importe, des femmes ou des hommes aussi. Hein. On va voir des hommes en costume traditionnel dans la rue, au supermarché, ça ne posera pas de problème tant qu'ils ne travaillent pas. Parce que le travail, ça reste en fait pour beaucoup de gens encore le côté sérieux, ça reste la véritable vie, ça reste un bastion et les compétences sont liées aussi dans l'imaginaire collectif à la manière de s'habiller. Donc, on a une certaine idée d'un banquier, comment un banquier peut être. Un banquier, ce n'est pas une personne en boubou. Et si vous voyez, tous ces débats n'ont pas lieu en Angleterre, où vous pouvez aller dans une banque et voir un sikh avec son turban, et ça ne pose aucun problème, parce qu'ils n'ont pas eu à ce point espèce de marketing, en fait. Le fait aussi, je pense que l'Angleterre a toujours été en guerre avec la France, contre les idées de la France aussi. Je pense vraiment que c'est ce qui fait qu'il y a eu une différence d'acceptation, en fait, de l'étranger avec son vêtement. Mais là, vraiment, au niveau professionnel, on voit de tout. Et ça ne pose pas problème, ça ne pose pas débat. On n'en fait pas tout un... ça n'a pas le même, j'ai envie de dire, ça n'a pas le même poids, ça n'a pas la même symbolique que dans des pays comme la France, la Belgique et même l'Italie. Ça n'a pas du tout la même connotation, le même poids. Mais vraiment, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment décoloniser la garde-robe business, parce que c'est vraiment dans ce point-là que les idées les idées préconçues ont vraiment pris leur terreau, et c'est là vraiment à ce niveau-là que ça pose véritablement de véritables problèmes. Et donc, pour en revenir à la mode et aux modes dites ethniques, c'est justement le fait, justement, elles se démodent. Et donc, où s'arrête en fait la créativité, où commence l'injure ou la caricature, ça c'est encore un autre débat. Et je pense que dans un monde, en fait, dans un monde idéal, tous ces débats n'auraient pas lieu d'être, mais avec le racisme, avec tout ce d'idées préconçues, etc., voir un mannequin à qui on a poussé le vice, j'ai envie de dire, jusqu'à faire un mono-sourcil
pour en fait l'habiller comme des femmes de la Turquie et alentour, je trouve que c'est quand même, on est à la limite de l'insulte. On est à la limite dans l'insulte parce qu'on n'est pas dans un monde idéal, parce qu'on est dans un monde avec des idées reçues, on est dans un monde où on a mis les gens dans des cases, on est dans un monde où on a beaucoup insulté les gens avec, avec leur corps, avec leurs habits. Et c'est je perds mes mots, toutes tout ce qu'on envoie, en fait, tous ces messages ne sont pas bons. Et ils ne sont surtout pas bons pour la jeunesse. Et là, tout à l'heure, je vous ai parlé donc des faux culs, mais cette histoire des faux culs, ça perdure jusqu'aujourd'hui. Je vais par exemple vous donner l'exemple de Kim Kardashian, parce qu'il faut quand même aussi parler d'elle, qui, voilà, donc aujourd'hui, on ne porte plus des tournures, mais on se fait injecter des fausses fesses. Et donc, elle était avec Kanye West pendant X années, donc elle avait fait grossir ses fesses de manière incroyable. Elle divorce, elle se fait dégonfler les fesses et elle se met avec un homme blanc. Quel est le message que vous faites passer? Et donc, en fait, voilà, quelque part, on voit de plus en plus de femmes se faire dégonfler les fesses, donc la mode est passée. Mais est-ce que vraiment le corps d'une personne, une mode, un vêtement, une culture est une mode qui se démode le jour où on décide que ce n'est plus hype? Ça, c'est véritablement la question qu'il faut se poser. Et c'est dans ça, en fait, que je dis qu'il faut vraiment accepter, en fait, de déconstruire, accepter de réfléchir, accepter d'aller un petit peu plus loin que juste le fait de j'aime, j'aime pas. Non, c'est le costume gris ou bleu marine qui est la tenue pour un homme professionnel. Accepter de voir arriver un collègue avec, je ne sais pas, un costume tunisien, qui, entre nous soit dit, est aussi d'origine chinoise, parce que donc la tenue, oui, on me fait signe par rapport à l'heure, la tenue chinoise, en fait, avec les échanges, etc., on a donné donc le costume traditionnel tunisien et a donné au Congo la Lacoste. Mais bon, il va falloir que je m'arrête pour les questions, sinon je ne m'arrêterai pas, je peux partir jusque demain. Fermer le document. Non, pas, ouais. Non, pas ça, pas ça. Tu ouvres le document aussi. D'accord. Voilà. Si tu peux chaque fois lier. D'accord. Alors, donc je vais commencer avec la première question. Pourrait-on avoir des explications sur les origines d'expression l'habit ne fait pas le moine, déshabiller Pierre pour habiller Paul, vêtu comme un sac de patates, pour l'Occident, pour le Congo, à Latipoutoulou. Toulouse, donc c'est un compliment, c'est bien habillé. Donc oui, mais quand on dit par exemple l'expression, en tout cas pour l'habit ne fait pas le moine, ça veut dire tout simplement, bon, à l'époque on sait comment s'habillaient les moines, leur vêtement n'a pas, avec la bure, ça n'a pas tellement changé par rapport à aujourd'hui. Ça veut dire simplement que toute personne en fait qui met un vêtement de moine n'est pas un moine. Mais je ne sais pas quelle est l'origine de cette expression-là. Vêtu comme un sac de patates, le sac de patates est fait dans un tissu vraiment de base. Donc, je suppose que c'est par rapport à ça que ça veut dire qu'il est très mal habillé. Mais c'est vrai que c'est vraiment déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ça, c'est plus par rapport à appauvrir une personne que par rapport aux vêtements à proprement parler. Mais ça, je pense que la question n'est pas vraiment en rapport avec ma formation et mon cours. Alors, la deuxième question, quelle est la véritable origine de l'histoire du wax hollandais? Oh là là, ça c'est, j'ai carrément toute une formation que je vais donner donc au mois de février dans le prochain Museum Talk. Et donc là, en fait, je pourrais vraiment en parler plus longuement parce que ça prend aussi minimum 1 heure pour que j'en parle. Alors, le corset est-il d'origine égyptienne? Pour moi, en fait, le corset n'est pas pour moi d'origine égyptienne. Le corset, on parle bien
donc de la pièce qu'on met à la taille pour affiner, etc. Je ne sais pas qui a posé la question. Momie. Pour moi, non, parce qu'en fait, ce côté de serrer comme ça à la taille, de serrer les vêtements, c'est pas vraiment quelque chose qui était de l'Afrique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les vêtements moulants qu'on retrouve en Égypte permettaient en fait de respirer. Il y a vraiment ce côté en fait que j'ai même après, hein, par rapport à certaines maladies aussi, hein, dont les SS, etc., qui sont des maladies, en fait, qui, quand tu serres, hein, donc comme on a su, par exemple, que certains pharaons, etc., l'avaient, quand on serre, en fait, on ajoute on ajoute en fait des crises. Donc en fait, si tu regardes bien Momie, à travers l'Afrique, il y a très très peu de cultures, parce que je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, qui portent des vêtements serrés. C'est vraiment ce côté de serrer, de déformer le corps. On a des trucs, on va déformer le crâne, etc. Mais d'empêcher en fait le sang de circuler, c'est pas du tout quelque chose d'origine africaine. C'est pas du tout parce qu'en fait, dans le côté vêtements en Afrique, mais on en reparlera, j'espère, dans une autre formation, il y a vraiment toujours le côté de la santé qui entre en compte, en fait. Il y a le côté pratique, il y a le côté de la santé, et dans les vêtements égyptiens, même s'ils étaient moulants, ils n'empêchaient pas, en fait, le sang de circuler. Les pièces qu'on a retrouvées, il y a qui empêche, en fait, qui contraint le corps. Oh, il y a beaucoup de questions. Ah oui, donc justement, donc les jupes arrondies au niveau du postérieur que portaient les femmes européennes, oui, s'inspirent, donc comme je l'ai expliqué, parce qu'elles ont été créées donc après une exposition universelle. Donc effectivement, les faux culs, les tournures, comme on appelle ça, ça s'inspire complètement en fait des courbes des femmes africaines. Donc oui. Donc à quel moment exact l'Italie s'est imposée ou a affirmé donc le marketing de mode et comment? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Italie, on parle de style vestimentaire. Mais en fait, oui, l'Italie s'est imposée, ça a été quand même très tôt. Et une femme qui a fait beaucoup en fait pour que la mode italienne s'impose, c'est Catherine de Medici. Quand elle a épousé donc un roi de France, elle a emmené avec elle, parce que donc comme j'avais expliqué un petit peu plus tôt, la France avait fait interdire les achats de tissus donc en Italie. Et il ne faut pas oublier aussi que l'Italie parce que ça aussi c'est quelque chose. L'Italie a eu très tôt beaucoup d'échanges en fait avec la Chine, beaucoup d'échanges avec les Maures, surtout par rapport à la ville de Venise. Et donc il y a beaucoup de choses. Par exemple, hein, je vais vous donner un exemple tout bête, mais le pantalon, donc on appelle pantalon, ça vient en fait d'un saint vénitien qui s'appelait Pantalone, San Pantalone. Et en fait, donc voilà, pour beaucoup de gens, vu que ce saint s'appelle comme ça, le pantalon s'appelle pantalone, et je dirais, tiens, le pantalon vient de Venise. Mais en fait, le premier pantalon qu'on retrouve, on trouve les traces du pantalon en Chine. Et vraiment, des siècles avant qu'il y ait ces échanges avec les Italiens. Et si même les Vénitiens se les sont appropriés très tôt, il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'échanges avec l'Asie, beaucoup d'échanges avec l'Afrique à travers les Maures, etc. Et ils étaient, évidemment, les Italiens, beaucoup plus ouverts, j'ai envie de dire, que certaines autres cultures. Parce que on a aussi, comme en France, hein, on adaptait et on adoptait très fort les tissus d'autres pays, mais pour adopter en fait des tenues vestimentaires d'autres pays, c'était pas la même ouverture d'esprit. Et en fait, donc oui, Catherine de Medici a fait beaucoup par rapport à la mode. Donc elle est venue avec les grands décolletés que les Françaises ne portaient pas. Elle a emmené l'habitude de se parfumer. Enfin, il y a toute une série de choses qu'elle a emmenées de Florence et qui ont aussi joué dans cette guerre, j'ai envie de dire, qui a jusqu'à présent au niveau du luxe et de la mode avec la France et des pays comme l'Angleterre. Donc oui. Quelle est l'influence de la musique congolaise et des musiciens congolais comme Papa Wemba, Fally Ipupa sur l'habillement? Mais pour moi, je vous dirais que l'influence est énorme. Par exemple, là, je vais parler d'abord de Papa Wemba. Un Jean-Paul Gaultier le dit clairement, à un moment donné, s'il n'avait pas eu les chanteurs congolais, il n'aurait pas survécu.
il aurait fermé sa maison. Donc, ils ont une influence. Et on sait que Papa Wemba et Jean-Paul Gaultier étaient très amis. Kofi et Gaultier sont très amis également parce que c'était d'excellents clients. Et quand on a vu, par exemple, il y a eu, je ne sais plus exactement quelle année, mais Gaultier a fait 2-3 collections avec les pantalons qui montaient jusque-là, qui étaient clairement inspirés de la manière dont les sapeurs portaient leurs pantalons. Et par rapport à Fally Ipupa, moi, je l'admire énormément pour ce qu'il a fait au niveau de la mode pour les jeunes. Donc, il faut savoir qu'avant lui, donc les musiciens congolais s'habillaient, voilà, ils étaient très créateurs. Donc, ils s'habillaient, il y avait les créateurs japonais, les créateurs français, tous les jeunes créateurs, mais les vêtements étaient quand même assez chers. Et Fally, en fait, a fait une réflexion. Il n'avait pas les moyens, en fait, de porter ses vêtements de créateur. Quand il a sorti son premier album solo, il s'est mis en jean, un ceinturon, un t-shirt, et voilà, c'était bon. Et Fally a vraiment déculpabilisé toute une génération, en fait, qui n'avait pas les moyens de s'acheter les vêtements de créateur et qui, quelque part, n'étaient pas considérés comme beaux. Et voilà, Fally les a vraiment déculpabilisés. Ils pouvaient sortir en boîte avec leurs jeans, avec leurs t-shirts et être beaux parce qu'ils ressemblaient en fait à leur star qui en fait s'est mis quelque part, je veux dire, à leur niveau et les a vraiment décomplexés par rapport à ça. Et ça a eu un impact en fait sur toute la jeunesse africaine. Avant, Fally, c'était pas du tout la même chose. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup. Et par rapport aussi, voilà, avec tout ce que ça entraîne en fait, de vouloir des vêtements qu'on peut pas se payer, donc la criminalité, les complexes, etc. Donc, il a vraiment, pour moi, décomplexé la jeunesse congolaise et africaine. Et c'est vraiment quelque chose. Oui, il a eu un impact énorme en fait sur l'habillement, vraiment. Et tous les deux, hein, parce que Papa Wemba aussi, dans son genre, a eu vraiment importance. Il a influencé toute une série de designers qui, on sait, le connaissaient. Issey Miyake aussi a eu pas mal de références à Papa Wemba, donc on sait qu'ils se connaissaient, on sait qu'ils se côtoyaient et qu'ils se sont influencés. Donc ils ont vraiment eu une influence énorme sur la mode dont on ne parle pas suffisamment, sur la mode occidentale, sur la mode japonaise, et on n'en parle pas suffisamment. Alors, le vêtement blanc est-il la couleur du deuil chez les Africains? Si oui, quelle est son origine? Mais en fait, oui, le vêtement noir également, mais le vêtement blanc est un vêtement de deuil chez les Africains. Et alors, exactement quelle est l'origine? C'est très difficile, mais on retrouve en fait en Amérique latine, on retrouve en fait, par exemple, au Brésil, dans d'autres pays, on retrouve en fait des femmes, en fait, des femmes, j'ai envie de dire prêtresses, qui s'habillent en blanc et qui font différentes cérémonies. Bon, elles s'habillent en blanc quand elles font différentes cérémonies. On sait que c'est lié à l'Afrique, donc c'est lié à certains rites, c'est lié à certains rites de deuil, parce que aussi la couleur de la mort, donc les personnes noires, quand elles meurent, elles deviennent également blanches. Donc, il n'y a pas que le vêtement, on se met aussi du blanc sur le visage, on se met aussi du blanc sur le corps. Donc, tout ça est vraiment lié à des rites qui avaient lieu et qui ont lieu dans certains endroits. Alors, excusez-moi, parce que je dois à chaque fois lire les questions. Quelle est la différence entre les déguisements permanents et l'appropriation culturelle? Est-ce que l'appropriation culturelle n'est pas une forme de déguisement dans le sens d'un manque de respect ou bien dans le sens d'une domination? Mais pour moi, l'appropriation culturelle va au-delà en fait du manque de respect. L'appropriation culturelle, c'est un vol. Pour moi, c'est véritablement un vol parce que quand on va dans une culture, qu'on prend quelque chose, on sait aujourd'hui que tout est lié à l'argent. Donc, quand je vais quelque part, que je prends un vêtement, que je dis que c'est moi qui l'ai fait, que je le reproduis, que je le vends, oui, c'est de l'appropriation culturelle, mais c'est d'abord un vol. Et pour moi, le déguisement a plus un côté dénigrement, a plus vraiment un côté dénigrement et insulte. Et l'appropriation culturelle, pour moi, c'est un vol. Donc oui, les deux vont dans le sens d'une domination. Un, c'est une domination économique et l'autre, c'est une domination en voulant rabaisser l'autre. Alors, que pensez-vous de l'appropriation, l'assimilation à la culture africaine? Que pensez-vous de ceux qui disent que cela ne devait pas être
identifiant de la culture africaine. Vraiment par rapport au wax, comme c'est très long et que voilà, il y aura une formation qui va être donnée en février, je préférais vraiment attendre la formation pour véritablement répondre plus longuement à cette question parce que c'est long. Et donc, le mouvement de la sapologie, qu'en penses-tu dans le processus de décolonisation de la garde-robe? Alors, pour moi, voilà, le mouvement de la sapologie est très, très, très important parce que ce que beaucoup de gens ignorent ou ne veulent pas savoir, c'est qu'en fait, la naissance de la sape, c'est un mouvement contre, enfin, un mouvement de décolonisation. Pour tout ce qui est, moi je suis originaire du Congo-Kinshasa et il faut savoir en fait que pendant la colonisation, donc oui, il y avait des personnes qui avaient accès, soit parce qu'elles en avaient les moyens, soit parce qu'elles travaillaient pour des Européens. Il y avait des gens qui avaient accès en fait aux tenues occidentales, mais il faut savoir que les Congolais n'avaient pas le droit d'acheter certains tissus. Et donc, ce qui se passait avec les premiers sapeurs, c'est qu'ils traversaient en fait, qu'ils allaient à Brazzaville, parce qu'il faut savoir que donc Kinshasa et Brazzaville sont les capitales les plus proches au monde, et qu'en fait la colonisation française n'avait pas ces mêmes limites. Donc les gens, les Noirs congolais de Brazza, pouvaient s'habiller exactement de même tissu que les Européens. Donc les Congolais donc de Kin allaient à Brazza pour s'acheter des tissus qui étaient interdits. Ils se faisaient faire des costumes sur mesure et ils donnaient rendez-vous pour un défilé. Donc, par exemple, ils disaient, voilà, demain à 14 heures, moi j'ai acheté mon tissu interdit, je vais aller déposer une lettre à la poste et tout le monde sortait pour voir, parce qu'en fait, donc c'était interdit, donc il allait se faire arrêter. Et donc les gens, pour voir cette personne défiler avec cette tenue qui était en fait, si vous voulez, un pied de nez aux colons, un pied de nez aux Belges. Et voilà, donc c'est vraiment quand je dis que c'est important dans le processus, parce qu'il faut savoir que les gens avaient très peu de marge de manœuvre. Donc, très peu de manières, en fait, de se dresser contre le colon. Et la sape en a été une. Et le fait aussi d'aller acheter chez les Français, tout le monde connaît la concurrence qui existe et qui existera sans doute encore longtemps entre les Français et les Belges. Voilà, donc la sape est vraiment née de ça. Après, évidemment, il y a eu des dérives, etc. Mais l'origine, en fait, de la sape est vraiment une forme de révolte, en fait, contre la colonisation et contre les interdits que les Congolais avaient. Alors, il y a 2 ans, la princesse Delphine a porté au défilé du 21 juillet une création d'une afrodescendante de Bruxelles. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise appropriation culturelle? Pour moi, en fait, ce n'était pas du tout une appropriation culturelle. Et je pense que c'était un geste fort. Pourquoi? Parce que déjà, la princesse Delphine donc, a été reconnue par son père. Et il faut savoir qu'il y a tout un débat, en fait. Il y a toute une guerre, j'ai envie de dire. Il y a des mouvements, en fait, que beaucoup d'afro-descendants ont commencé. Mais il ne faut pas se mentir. Il y a des personnes qu'on n'atteindra jamais. On a beau faire tout ce qu'on veut. Il y a des personnes qu'on n'atteindra jamais. Il y a des personnes qui ne nous entendront jamais. Et la princesse Delphine, en s'adressant à son père et en proclamant, parce qu'en fait c'était ça, elle l'a dit, le message derrière, c'est qu'à un moment, il faut reconnaître que Léopold II a fait des choses atroces en Afrique. Et ce message-là, à son père, aux membres de sa famille, il y a qu'elle qui pouvait le faire passer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient jamais entendu ça, mais qui l'ont entendu quand elle l'a porté. Donc, elle s'est fournie chez une créatrice, donc Ciré Deratoum, qui achète ses tissus en Afrique. Elle l'a payé. C'est pas du tout une pièce qu'elle a reçue en cadeau. Elle l'a payé. Donc, elle fait tourner son commerce. Donc, pour moi, c'est pas du tout une appropriation culturelle. Si elle avait été l'acheter chez Nathan, qui aurait été acheté son tissu chez Visco, c'est encore différent. Mais là, j'ai envie de dire, elle a fait vraiment les choses dans, oui, comme il le fallait. Et elle l'a fait aussi le 21 juillet. Donc, pour la fête nationale, ce n'était pas non plus anodin. Donc, je pense que c'était vraiment quelque chose, un geste fort qu'elle a fait. Et ce n'était pas du tout, selon moi, une appropriation culturelle. Elle n'a pas voulu se déguiser. Elle a porté le style de robe qu'elle porte. Elle est artiste. Elle a vraiment, voilà, elle a dénoté. On en a parlé dans le monde entier. Ça a fait une bonne pub à la créatrice. Donc, vraiment, je pense qu'elle a bien fait les choses.
Alors, l'eurocentrisme, ou plus précisément le parisianisme, est à certainement combattre dans la mode, mais face à l'hégémonie de Paris dans la mode, quelles sont les solutions? Jouer le jeu de Paris ou renoncer à présenter son travail là-bas? Mais ça, c'est vraiment une question très intéressante, mais très compliquée, parce que comme je vous le disais, cette hégémonie en fait de Paris, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle a vraiment, vraiment pris racine avec Louis XIV. Donc, c'est quelque chose, je vous ai montré que pour déconstruire une idée, ça prend du temps. C'est vraiment, ça prend du temps, c'est un marketing, ça prend beaucoup d'argent. Et déjà, il y a d'autres Fashion Week qui ont réussi, qui ont mis aussi 30, parfois 40 ans pour pouvoir dire qu'elles sont sérieuses. Donc, il y a déjà un travail qui se fait. C'est plus comme à l'époque où il n'y avait que la Fashion Week de Paris qui comptait. Là, maintenant, il y a d'autres villes. Il y a New York, il y a Milan, il y a Londres, il y a celle de Johannesburg, celle de Lagos. Donc, voilà, en Asie, il y en a aussi. Donc, il y a déjà un travail de déconstruction. Mais c'est vrai que jusqu'aujourd'hui, j'ai donné l'exemple avec Victoria Beckham, la Fashion Week de Paris, ça reste encore quelque chose de très important. Donc, je pense qu'il faut faire les deux. Il faut et défiler à Paris pour pouvoir gagner ses lettres de noblesse, et puis il faut retourner faire des Fashion Week en Afrique, faire des Fashion Week en Asie, faire des Fashion Week ailleurs, et ça va leur donner de la force et du poids. Il faut vraiment jouer sur les deux tableaux, parce que c'est comme ça qu'on va devenir fort, et c'est comme ça que d'autres créateurs vont sortir également. C'est comme ça que d'autres créateurs feront leur apparition et pourront marquer l'histoire. Et il y a des créateurs qui défilent pendant quelques saisons à Paris pour se faire connaître, et puis après qui décident de ne plus défiler à Paris. Donc, vraiment tout à fait possible. Il y a des créateurs qui l'ont fait. C'est tout à fait possible de faire ça. Alors, est-ce que vous auriez des exemples de professionnels de la mode qui travaillent avec des tissus faits en Afrique? Des professionnels africains ou des professionnels... parce que oui, il y a Imana ici, donc il défile, lui, à Paris, et qui ne travaille qu'avec des tissus qui sont faits en Afrique. Il y en a d'autres, hein, mais je ne sais pas si vous voulez des professionnels qui sont vraiment... donc, comme lui, qui défile à la Fashion Week parisienne, ou, parce qu'il y en a quand même pas mal qui travaillent en fait avec des tissus faits en Afrique, enfin avec des tissus ou des matières. Il y a un moment aussi, parce qu'il y a beaucoup de marques en fait qui travaillent par collection. Donc pendant une collection, la marque belge Nathan, il y a il y a 2 ans exactement, a fait toute une collection avec une société qui fait du raffia. À Madagascar. Donc, il y a des créateurs, en fait, qui vont travailler pendant une saison. Hermès, pendant tout un temps, a travaillé avec des Touaregs pour des bijoux. Donc, tout ça, en fait, change. Mais maintenant, si vous voulez quelqu'un qui travaille tout le temps et tiré aussi, donc elle travaille avec, que ce soit ses wax ou d'autres tissus, qu'elle fait ramener de différents pays d'Afrique de l'Ouest. Quel est l'impact de Joséphine Baker et sa ceinture de banane sur la psyché des Occidentaux et des Africains? Mais je pense que l'impact, il est évident. Donc, on voit une femme noire nue qui gesticule avec une ceinture de banane. Alors, cette femme avait, j'ai envie de dire, une richesse intérieure parce qu'elle a fait beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, mais c'est vrai qu'elle a vraiment, au niveau de la sexualisation des femmes noires, elle a joué un grand rôle. Elle a joué un rôle de femme, oui, j'ai envie de dire, quelque part au niveau de l'impact. Hein. Je ne vais pas dire que c'était le cas, je ne vais pas la stigmatiser, loin de là, mais en fait, elle est venue dans un contexte parisien qui était déjà le contexte de la femme noire prostituée, malgré elle, en fait, hein, parce qu'il y avait tout ce côté où les prostituées, ben voilà, on les habillait en léopard, on sait que le léopard, ça ne court pas les rues en Europe, donc il y avait déjà tout ce côté... il y avait aussi eu les zoos humains, où on sait que beaucoup de femmes étaient violées, étaient prostituées. Donc, il y avait déjà dans cette espèce de monde dans lequel elle a évolué, il y avait déjà ce côté de la femme noire sexualisée, de la femme noire jouet, objet. Et malheureusement pour elle, elle en a aussi
elle en a aussi été victime, qu'elle a eu de nombreuses aventures et qu'aucun de ces hommes ne l'a épousée parce qu'elle était noire, parce qu'elle dansait nue. Donc on sait que voilà, elle en a été la première victime, mais c'est quelque chose quand on voit en fait, quand on parle de belles femmes noires, on nous sort toujours cette image de Joséphine Baker avec sa ceinture. C'est vrai qu'elle est rentrée au Panthéon, mais même là, si on a parlé en fait de ses actes de bravoure, on a parlé de sa tribu arc-en-ciel, donc tous ces enfants de toutes les couleurs qu'elle a adoptés, mais elle, nue avec cette ceinture de banane, il n'y a rien à faire. Elle a marqué vraiment, elle a vraiment marqué l'histoire, elle a marqué le monde avec ça. Donc, je pense qu'on n'arrivera pas à en sortir tout de suite. Il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de femmes noires qui gardent leurs vêtements et qui fassent de grandes choses pour faire oublier Joséphine Baker. Donc, ben, écoutez, moi, je vais vraiment vous remercier d'avoir suivi cette formation. Et je vous donne rendez-vous donc en février pour la formation donc sur le wax. La date sera bientôt annoncée. Je vous remercie vraiment beaucoup et je vous dis à bientôt. Ouais, c'est mignon. Wow. Merci beaucoup. C'est super. C'est bon?